Une minute. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Avec beaucoup d'énergie, je vous retrouve cette semaine encore. Ouais, malgré il pleut des cordes depuis 2 jours. Ouais, le temps à la mine assez basse, merci. Oui, absolument. Bon, mais on est là ce lundi matin pour vous amener ce magazine de nouvelles. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp. 438-395-1256 pour nous envoyer vos commentaires en texte ou en audio. Voilà, qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité? On parlera d'autisme. Oui, ici à Montréal. Oui, c'est le dernier jour du mois de l'autisme, aujourd'hui, 30 avril. Alors, on a rencontré une famille haïtienne avec 3 enfants. Il y en a 2 qui sont diagnostiqués. Il y en a un autre qui est tout proche de ça. On a passé 1 heure avec eux. Dans leur milieu de vie, on a rencontré Autisme Montréal. On va faire le tour de cette question-là sur le plan local. Et je pense que les auditeurs vont être vraiment contents d'écouter ce reportage. Ah, on verra. Et puis en Haïti. Avant de parler d'Haïti, sachez que samedi dernier, on a lancé une nouvelle télévision ici à Montréal. Encore une autre? Oui. Ça s'appelle comment? S-Télé. Vous aurez de façon sommaire des détails là-dessus, mais c'est demain vous allez écouter le reportage. Le reportage. Bon, voilà. En Haïti, il va falloir qu'on aille faire un tour. Il y aura beaucoup de reportages cette semaine. Oui. Heureusement. Il y aura un reportage sur le renouveau du groupe 3737 aussi cette semaine. Excellent. Il faut surveiller tout ça, à la fois sur les ondes de Radio Centre-Ville, mais aussi sur Internet. En Haïti, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on aille faire un tour au Cap. Et les nouvelles ne sont pas trop bonnes. Petro-Caribé, mort d'homme, conférence débat, ça s'est gâté. Comment ça s'est passé? Yuri Latortue et Jacques Sauverjean qui organisaient, 2 sénateurs qui organisaient cette conférence. Yuri Latortue, le sénateur de l'Artibonite, accuse nommément la police d'être responsable de tout ça. On parlera également d'autres événements violents encore en Haïti, à Thiot, cette fois. Ouais. Un gars qui s'appelle Jacques Blake, qui est allé réclamer toute une section communale. Il dit que la terre lui appartient. Il était flanqué de 15 policiers. Les policiers ont dû prendre leurs jambes à leur cou, laisser les armes à Thiot pour sauver leur vie. On va vous parler de ça. On parlera aussi de tentes, encore une fois, à Port-au-Prince. Depuis 2010, on en a encore. C'est dommage, mais c'est la réalité. Et Chavannes Jean-Baptiste qui prône le retour de la culture de la canne à sucre, l'industrie du sucre. On va voir tout ce que ça va donner et ça s'annonce assez intéressant comme information à partager, mesdames et messieurs, ce matin sur Radio Centre-Ville et en direct sur Facebook. Le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. À tout de suite. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Alors, de retour pour la suite de ce numéro d'information, Nos Nouvelles. Jean-Numa, tu nous parlais tout à l'heure de l'autisme. L'autisme il ne faut pas confondre autiste et otite. C'est 2 choses différentes. Oui. C'est une infection au niveau des oreilles, l'otite. Et l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est comme ça que les médecins appellent ça. C'est ça l'autisme. En fait, c'était le mois de l'autisme. Ici, à Montréal, on est le dernier jour de ça, là, le 30 avril. Et on en a entendu parler dans les médias, on entend souvent parler de ça ici. Mais dans les communautés culturelles, notamment dans la communauté haïtienne, est-ce que c'est une maladie assez connue? Est-ce qu'on comprend toujours ça? Et c'est ce que tu étais allé chercher? Ouais, j'ai été comprendre ça. Je remercie d'ailleurs Fabiola Pascal et son mari Clarence Charles qui ont accepté de m'accueillir pendant 1 heure dans leur milieu de vie avec leurs 3 enfants.
dont 2 autistes et un autre qui souffre d'un trouble de langage. Et j'ai rencontré aussi l'organisme Autisme Montréal sur la question de comprendre un peu comment ça marche, comment ça fonctionne, c'est quoi l'autisme. Voilà, je vous invite à écouter ce reportage. Si je veux communiquer avec elle, comment je fais? Ben, c'est, demande-lui quelque chose. Allô? Bébé. Comment ça va? Bien. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Edny. Bien. Comment tu t'appelles? Bien. Edny. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Edny. Edny Charles, bientôt 18 ans, vit à Montréal dans le quartier Aronsick. Elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants. Elle et un de ses frères sont diagnostiqués d'un trouble du spectre de l'autisme appelé TSA. Un deuxième frère souffre également d'un trouble de langage parmi les Charles. Ma fille, elle est née, elle a commencé à dire des mots, elle a commencé à progresser comme un enfant d'un an et demi, 2 ans. Elle disait quand même beaucoup de mots. Puis elle a commencé à regresser jusqu'à ce qu'elle parle quasiment plus. Donc, Fabiola Pascal, la mère de Edny, ne comprenait pas. Son mari, Clarence Charles, était aussi dans l'expectative face à cette régression de leur fille. Malgré toute la croyance religieuse de ces protestants, ce couple haïtien s'est donné la tête un peu partout pour tenter d'expliquer la maladie de leur belle Edny. On a réagi tout bêtement comme si c'était rien. Ah oui? Et on devait pleurer, mais on ne savait pas, on était ignorants par rapport à ça, puisque on ne savait pas c'était quoi. Et est-ce que, comme haïtien, vous êtes d'obédience protestante, j'imagine, oui? Oui, c'est ça. Vous vous êtes pas dit que, non, c'est maléfique? On s'est fait toutes sortes d'idées. Vous vous êtes fait cette idée-là aussi? Oui, on s'est fait toutes sortes d'idées, on ne sait pas. Bonjour. C'est moi. Ah, Madame Boulet. Enchantée. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Ça va pas être long. Alors, on parle d'un trouble neurodéveloppemental. Effectivement, c'est le développement du cerveau qui est affecté. On explique ça, en fait, au niveau des causes de l'autisme. Actuellement, ce qui est dominant, ça va être une partie environ autour de 38%, là, qui serait plus d'ordre génétique, donc la transmission du patrimoine génétique de la famille, de l'entière famille, là, donc des parents, des grands-parents, etc., à l'enfant, et une proportion plus grande au niveau de l'environnement, donc qui est plus autour de 58. Nathalie Boulet est intervenante familiale et communautaire chez Autisme Montréal. Elle a vu dans sa carrière des familles se désagréger, des femmes devenues monoparentales à cause de papas qui ne supportent pas ou ne comprennent pas la problématique d'enfants atteints de l'autisme dont le nombre est considérable au Canada et au Québec. En fait, le Canada, c'est un enfant sur 66, mais pour le Québec, ça serait 1 sur 64. La moyenne qu'on avait là depuis quelques années aux États-Unis, c'était un enfant sur 68, donc on reste dans les mêmes eaux. Ok, comment tu t'appelles? Non, attends, comment tu t'appelles? Dis-moi. Comme sa sœur aînée, le cadet de Charles, Clarence Junior, 5 ans, est autiste. Fabiola Pascal et Clarence Charles espèrent de toute leur foi en Dieu qu'il sera fonctionnel grâce à une prise en charge adéquate, grâce également à leur longue et belle expérience avec leur fille et surtout leur détermination. Donc, mon dernier, quand j'ai eu le diagnostic de TSA, j'ai dit non. Le service, je l'ai pas eu pour ma fille, je veux l'avoir pour mon fils. On parle de 1 à 2 ans pour avoir un diagnostic et des listes d'attente après pour des services en réadaptation, des services socio-professionnels ou des services résidentiels qui vont de 1 an à des fois 11 années d'attente. Donc c'est assez, on va dire, catastrophique. Comment expliquer ça? Il y a un manque de vision politique par rapport à quoi faire avec l'autisme, je pense qu'il y a aussi une problématique, on l'a vu là dans quelques exemples cette année, les personnes n'ont pas confiance que les personnes autistes sont capables de faire beaucoup de choses. C'est très dommage parce que elles sont toutes capables de participer dans la société. Faut vraiment mettre beaucoup plus de moyens que ce qui est mis à l'heure actuelle. Fabiola et Clarence travaillent comme aidants naturels. Ils ne sont pas reconnus en tant que tels et donc ne sont pas payés pour ce boulot épuisant. Une personne sur 4 est en situation de proche aidance au Québec, soit
965 000 femmes et 710 000 hommes, selon une analyse différenciée réalisée par le Conseil du statut de la femme en avril 2018. Ce qui fait que les Charles, qui rêvaient d'une belle carrière professionnelle, sont obligés d'y faire une croix. J'ai éducatrice en garderie, j'ai mon DEC, mais j'ai commencé pour éducatrice spécialisée à l'université, mais j'ai pas pu terminer justement à cause des enfants. Moi, j'avais de grands projets de carrière. J'ai étudié. Oui, parlez-moi de ça. Moi, j'ai étudié quand même au HEC. En quoi? En administration. HEC, c'est aux études de commerce international. Donc, je suis diplômé, mais je ne peux pas faire une carrière. Parce que... Vous ne travaillez pas? Non, je ne peux pas. À chaque fois que je travaille, je ne peux pas rester. Je sens toujours des appels de la maison que je dois rentrer. Même quand j'étudiais, c'était la même chose. Thomas? Allô? Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Comment tu t'appelles? Thomas Luc. Ah, Thomas Luc! Tu fais quoi là au frigo? Hein? En dépit d'un petit trouble de langage, Thomas Luc est le seul enfant parmi les Charles qui arrive à communiquer avec ses parents de façon normale. Scientifiquement, les Charles n'ont plus d'espoir que leurs 2 enfants diagnostiqués seront fonctionnels. Mais... vu que je suis chrétienne, puis je suis croyante, je dis oui. Je dis oui, mais c'est la foi. Mais honnêtement, tu sais, mettons qu'on va parler de façon réelle, de façon rationnelle. C'est ça. Dans un cas comme ma fille, c'est non. On est pris avec pendant le reste de notre vie. C'est ce qui est inquiétant pour nous en tant que parents. Moi, j'ai eu ma fille, j'avais 24 ans. Quand j'ai eu le diagnostic, c'était OK, il n'était pas question que je laisse tomber. Je me bats, tu sais, je vais trouver une solution. Mais là, c'est pas la même chose. J'ai 40, je suis dans la quarantaine, on va pas dire. Puis l'inquiétude, c'est quand on peut pas. Quand on ne va être plus là, Ouais. quand on va être vieux, vraiment vieux, qu'on ne peut pas même s'occuper de nous-mêmes, qu'est-ce qui va arriver à Ça, c'est votre plus grande préoccupation. C'est notre grande inquiétude. Parce que l'enfant, jusqu'à présent, on l'accompagne, même pour aller à la toilette, on l'accompagne. Pour prendre son bain, on l'accompagne. Dans tout ce qu'elle fait, on l'accompagne, on l'aide à faire ses affaires. Mais quand on ne va pas être là, qui va faire ça? C'est vraiment, c'est très frustrant. Ouais. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. Voilà. Oui. Bon. J'imagine que François a écouté aussi ce reportage. François, bonjour. Bonjour, Jean-Étienne, bonjour, Yonima, et bonjour à tout le monde. Oui, j'écoutais le reportage et puis c'est un peu vraiment triste. Ouais. Quand la dame dit depuis 24 ans, elle a eu son enfant à partir de 24 ans. C'est toute une vie maintenant. Ah oui, elle doit laisser, le monsieur qui doit laisser cette fois à HEC et qui ne peut pas travailler, c'est incroyable. C'est pourquoi on doit apprécier chaque jour la santé qu'on a. Oui, absolument. Merci François pour ce conseil de positivité. Oui, c'est le dernier jour de l'autisme ici à Montréal et j'espère que ça en a appris un petit peu plus à la communauté haïtienne sur cette maladie. Souvent qu'on associe à du fétichisme chez nous. Mais non, c'est pas ça, c'est un trouble. Il y a un enfant sur 64 qui souffre de ça et puis la plupart de ces enfants-là arrivent à être fonctionnels. Hein. Bon, voilà, François, qu'est-ce qu'on a sur le plan de l'immigration? Oui, pour l'immigration, j'ai trois choses à partager avec vous. D'abord, sur la question de l'ADN, on a des directives qui ont été données aux agents, un rappel qui a été fait aux agents. L'ADN, c'est le test qui se fait lorsque, par exemple, l'immigration Canada n'arrive pas à déterminer le lien de filiation. Par exemple, si vous parrainez un enfant, vous parrainez, par exemple, un parent. Oui, le fameux test ADN, oui. Oui, on a des doutes, on veut vraiment savoir ça.
si c'est vraiment de vos parents, alors on fait de cet ADN. Mais c'est devenu très cher. On parle de $800 et plus pour le test d'ADN. Alors, on rappelle aux agents que l'ADN, c'est vraiment une mesure de dernier recours, que l'agent doit prendre toutes les dispositions pour avoir des documents sans être obligé d'avoir recours à ça. Parce que c'est beaucoup et puis ça fait... Les délais sont très longs. C'est qui rappelle ça aux agents? C'est le gouvernement? Oui, c'est une directive interne. Ça veut dire que dans les directives internes, on dit que l'ADN doit être une mesure de recours. Mais il y a d'autres organismes comme le Conseil canadien pour les réfugiés qui plaident toujours pour une situation où l'ADN, c'est vraiment, si on n'a pas le choix, c'est comme une situation spéciale. Mais on constate que dans beaucoup de pays, c'est presque devenu une norme. Par exemple, quelqu'un décide de parrainer son neveu. Alors, on veut vraiment s'assurer qu'il y ait des liens de filiation. Et je dirais maintenant, dans 60% des cas, on le fait. Alors, est-ce qu'on devrait faire ça dans 10% des cas? Vous voyez? C'est une situation assez difficile. Bon, ensuite, autre nouvelle sur la question de la frontière, la demande d'asile. On se rappelle, la semaine dernière, on avait dit, quand Québec a été à Ottawa pour la réunion, vous vous rappelez? Oui. Alors, on avait dit qu'on allait avoir un plan de triage. Vous vous rappelez? Alors, on avait dû avoir un plan de triage à la frontière. Ça veut dire que quand les gens arrivent, on devrait d'abord s'assurer est-ce qu'ils vont aller en Ontario ou bien est-ce qu'ils vont au Québec. Alors, on a appris qu'il n'y a pas de plan de triage si l'Ontario n'est pas d'accord. Ah bon? C'est le ministre de l'immigration, M. Ahmed Hussein, qui dit que Québec ne peut pas choisir d'envoyer des gens en Ontario sans l'accord de l'Ontario. Ça me paraît logique. Oui, mais le gouvernement avait dit que les agents qui sont sur place, après avoir retracé ces gens-là, les agents les informent des possibilités qui existent, des possibilités d'aller en Ontario, et c'est les gens qui décident d'aller là, par exemple. Non, et par exemple, le maire de Toronto a fait la même chose que Québec. M. John Tory a dit, nous n'avons pas beaucoup de place, nous. On est limité. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous envoyer des gens comme ça. Ça veut dire que là, vraiment, c'est une situation assez difficile. On ne veut pas nous envoyer des gens. Il faut que l'Ontario n'a pas énormément de place. L'Ontario est limité également. Alors, le ministre est de l'Ontario, il faut dire ça. Il est à la tête du ministère de l'immigration, mais c'est quelqu'un qui a toujours milité en Ontario. Il dit qu'on ne peut pas avoir ce plan de triage. Et la semaine dernière, on était rendu à 400 places au Québec. Bon, pour le moment, je ne sais pas combien on a, mais apparemment, il n'y a plus, peut-être parce que c'est 150 par jour maintenant. Alors, la situation est difficile. Et c'est pourquoi l'avocat Stéphane N. dit que le statu quo est intenable. Le gouvernement libéral doit faire quelque chose. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. C'est impossible de laisser les choses comme ça. On doit faire quelque chose. Parce qu'il dit, alors ce qu'il propose, lui, c'est qu'on suspend temporairement l'accord, parce qu'il y a l'article 10 de l'entente sur les pays tiers sûrs, qui donne le droit au Canada de suspendre temporairement. Et il y a encore des voix qui se lèvent qui disent que le Canada pourrait mettre des niveaux avant la frontière aux États-Unis pour contrôler, pour essayer de contrôler l'arrivée de ces gens-là, parce qu'on ne peut pas accepter que ça continue. Là, c'est une situation difficile. Alors, M. Enfield dit, le statu quo est intenable. Ça frôle la débandade, là, maintenant. Oui, il dit que, est-ce qu'on doit attendre, et c'est Denis Bombardier qui disait ça la semaine dernière, est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait un acte criminel pour faire quelque chose ici? Alors, il pose cette question-là, mais Denis Bombardier l'avait dit,
parce qu'on a maintenant des inquiétudes par rapport à des gens qui viennent du Nigeria, du Pakistan. On dit qu'avec les Haïtiens, on sait qu'ils sont des chrétiens, des gens qui sont, ils sont pauvres, mais ils n'ont pas trop de problèmes au niveau criminel. Qui a dit ça? Denis Bombardier, la semaine dernière. Ah, ok. Oui, on sait qu'ils sont venus, ils viennent, il y a beaucoup d'Haïtiens ici, ils peuvent s'intégrer facilement, ce sont des chrétiens, ce sont des gens qui sont pauvres, mais on ne sait pas qui sont les Nigériens, on ne sait pas qui sont les Pakistanais. Alors là, on se pose des questions. Et après les Pakistanais, après les Nigériens, est-ce qu'on va avoir les Irakiens? Est-ce qu'on va avoir... C'est ça toute la question. Et apparemment, le ministre est dépassé par la situation parce qu'il dit, ah oui, on a le contrôle. Non, on n'a pas de contrôle finalement parce que les gens, ils continuent à arriver. Ouais. Bon, le troisième sujet, François, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Non, j'ai fait... les trois. Oui, les trois en même temps, parce que l'avocat a dit que c'est intenable. Ouais. Ensuite, pas de plan de triage avec sans l'accord de l'Ontario. Et puis l'ADN, c'est trois, je voulais partager avec les gens. Et puis, c'est ça. Voilà, okay. Ben, merci de ces informations. C'est toujours très intéressant tous les matins, la chronique de François Jean-Denis sur l'immigration. Et François qui vous apporte les dernières informations en ce qui a trait à l'immigration, pas seulement les demandeurs d'asile haïtiens, mais l'immigration de façon générale. Et parfois, si vous avez des questions, dépendamment de la question, ben, il faut peut-être balancer sur notre WhatsApp, comme ça. Envoyez vos questions par WhatsApp. Une consultation gratuite. On pourra vous transférer à François. Restez à l'écoute, mesdames et messieurs. On marque la pause. On revient tout de suite après pour la suite de ce numéro de nos nouvelles. Ou à le faire affaire qui une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-I 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophète-prophétesse Abraham S. et Yudlin Madet. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Policier en bagage, mon en bagage, ben ça, mon ban que mon a parlé, mon sous mon, mes amis, bagage tête chargée, regardez mon a mes amis, policier tombé, policier en bagage, policier,
Vous comprenez qu'on est au Cap Haïtien là. Hein? Ah oui. Ça c'est l'ambiance un peu. Au nightclub Café Trio. Ouais. Ancien Iguana Nightclub au Cap Haïtien. Il y avait le sénateur Yuri Latortue de l'Artibonite, le sénateur du Nord-Est, je crois, Jacques Sauveur-Jean. Il était question de Petro-Caribé. Oui, encore Petro-Caribé. Un débat sur cette question-là. Il y avait foule dans cette salle. Et voilà, il y avait un énoncé, un exposé présenté par les deux sénateurs. Il y avait une période de questions. Les questions s'enchaînaient. Et au moment pour les sénateurs, notamment Yuri Latortue, de répondre aux questions. Et ça a badé. Ça s'est gâté. Ça s'est gâté. Il y a eu 2 bonbonnes de gaz lacrymogènes qui ont été lancées dans la salle. Il y a eu mort d'homme. Jacques Dubois, on reviendra sur les circonstances de son décès, qui est un animateur. Qui était un animateur culturel qui animait une émission sur la musique de Tropicana, et porte-parole de Tropicana au Cap Haïtien aussi. Maintenant, il y avait la police. Il y avait tout le monde. C'est des bonbonnes de gaz qui appartiennent de manière générale à la police. Ou est-ce que c'est la police qui a lancé les bonbonnes? Non, mais c'est des particuliers. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Comment ils ont pu rentrer avec? Oui. C'est des questions ce sont des questions que se pose Yuri Latortue lui-même, qui accuse sans détour la police d'être responsable de ça. Mon gaz, c'est toi qui vous voyez devant bien et mon gaz, vous voyez dans la foule là. Mais pour nous, il était clair, mon ancien collègue sénateur dans nous, qui était la veille à 8h, il a dit de faire attention. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler avec Petro-Caribé. Ils mettent ensemble avec l'autre monde qui pense à perdre du leadership dans nous pour écraser ce qui a passé. Moi, je suis le commandant Castro, moi, je dis prendre disposition. Mais ça qui est étonné, là, vous voyez gaz en dedans, toute porte est fermée. Donc pas de moyen pour nous dégager. Pas de moyen pour nous dégager, pas chauffeur là. En sécurité que nous avons dehors, quand tu vas t'approuver, tout le monde tout faire dedans. Ça fait que je dis, nous sommes arrivés là, il y a justement un monde qui mourit. Et il y a pile l'autre monde qui est là, moi dans l'urgence là. Parce que justement, la police doit expliquer comment porte est fermé. La police doit expliquer comment fait que il y a des gens qui ont gaz dans les mains, pour le voir en dedans. Et c'est gaz la police qui a. Donc comment ils fait venir? Parce que jusqu'à présent, pour moi, la police responsable de sa rivière, puisque ils ont toléré les gens qui ont gaz en dedans. Et nous t'ai averti, moi t'ai parlé à commandant Castro, moi t'ai dit sécurité nous non mêle. Alors, tout de même, il y a plusieurs victimes et nous avons une mort. Et les gens qui mourent, c'est un élément bien connu de la ville là, qui est dans les médias d'ailleurs, c'est un animateur et Tropicana. En dehors de Jacques Dubois, qui malheureusement perdu la ville, nous avons l'autre monde qui est victime. Il y a l'autre monde qui est allé à l'hôpital, ça fait jeudi, je viens passer là pour moi famille. Moi, je pense que moi, je suis un monde qui est asthmatique tout. Et là, je gaz là devant, pas de côté pour me sortir. On déteste le fait que moi, je connais, il faut aider les gens. Malgré tout, malgré ces portes avec eux pour sortir. Sont à criminels. Côté monde qui fait ça, ils veulent tuer nous tout en dedans. Pour ne pas parler de Petro-Caribé. Mais je dis à moi que la police, c'est le premier monde que me dit qui a une responsabilité. Parce que je te connais, il n'y a pas de cas quitter les gens fermer les portes. Parce que l'on va assurer la sécurité en côté. Porte, il doit protéger et de mettre un policier dans chaque porte. Yuri Latortue qui parle de actes criminels, actes terroristes. Il pointe aussi du doigt PHTK ce matin. Je l'ai écouté sur les ondes d'une autre radio à Port-au-Prince. On va rester. C'est pas étonnant. On va rester dans la même ligne. Il y a un témoin. Il y a aussi la réaction du gouvernement, du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, qui dit les instructions ont été passées aux autorités capoises afin de déterminer ce qui s'est passé. Et d'identifier les coupables, de les arrêter, de les traduire par devant la justice. Mais avant qu'on vienne sur ce son, on va écouter un témoin oculaire. C'est un journaliste, Jean-Wood Paul, qui est correspondant de Radio-Vision de Mélal Port-au-Prince. Lui-même, il a assisté à tout ça. Il va nous expliquer en fait, ce qu'il a vu et entendu. C'est que Jacques Dubois ne serait pas mort des suites de l'inhalation du gaz. Ben, il y a ça aussi, mais il y a le fait qu'il a été piétiné. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut imaginer l'ambiance, c'est pas facile quand les portes sont fermées et puis les gens veulent tous sortir d'un coup, c'est pas évident qu'on puisse s'en sortir en fait. Et puis c'est à ce moment, après, ça va me poser, c'est la période où il prend une croisée, il dit bon, la balle répond et toute question,
Et puis c'est dans le même moment, il y a un premier bonbon de gaz qui tombait sous tête sénateur Yuri Latortue. Alors là, sous tête là, et Gotol, par les côtés de avec mon qui a posé le question avec le sénateur Jacques Toyo, c'est là et bonbon de tombé. 2 minutes pas passées, on deuxième tombé dans le mi-temps, full le monde qui était en face là, et c'est là, panique générale. Et en dans cafétéria, mon a couru dans toute sens. Et puis, pauvre diable, pour Jacques Dubois, l'animateur de l'orchestre Tropicana, et lui-même, qui était des lunettes qui tombaient, l'a fait tentative pour la prendre, et lunettes là, et puis, bon, l'a frappé, mon a frappé avec elle, il vient tomber, mon passé sous lui, et ça, lui menait la molle. Un incident vraiment malheureux qui méritera une bonne enquête, définitivement, au Cap haïtien. Absolument. Il y a eu énormément de gens qui ont été incommodés par ce gaz lacrymogène. Et le pire dans tout ça, c'est que les portes de cette salle étaient barrées. Et on va le voir dans les commentaires, c'est un des points que j'ai souligné. C'est vraiment quelque chose qu'on a planifié et on va essayer de commenter ça à la fin. Autre événement malheureux, cette fin de semaine, on va laisser le Cap haïtien, on va aller vers le sud complètement, le sud-est, à Tiot, où un monsieur qui s'appelle Jacques Blek est allé avec une quinzaine, il était flanqué d'une quinzaine de policiers, est allé réclamer toute une section communale, 317 carreaux de terre qui lui appartiendraient. Ça frôle l'insolite, hein? Ah ben, écoutez, ça c'est dans le cadre il y a une brigade, comment on appelle ça, brigade d'intervention pour la sécurité foncière, quelque chose comme ça, en Haïti. Donc, il y a une brigade au sein de la police qui gère cette question-là. Le monsieur a été par devant la justice avec ses papiers et tout ça. Il a obtenu une décision de justice et flanqué de policiers, une quinzaine. Il est allé à Tiot pour réclamer les terres, déguerpir les gens qui vivent sur ces terres-là depuis 100 ans, 200 ans, et des affaires comme ça. Eh ben non, ça s'est vraiment mal passé. On va écouter le député de Tiot, Vickerson Garnier. Il y a 317 carreaux de terre qui est allé là. Donc, c'est des terres côté que Mounio gagné plus de 200 ans qu'il y a des soulés. Tu dois dire que c'était lié les décisions de justice qui rendent en faveur qui t'a dit que toute terre c'est pour lui, faut-il bien à ce que les dégâts et puis population. Et toute une section communale, monsieur a possédé les gagnés, c'est environ 15 policiers qui viennent ensemble avec lui et que les que viennent avec des apprentis, etc. Mais sachez que c'est une opération qui déroule sans que les autorités locales pas connaissent, c'est-à-dire pas averti que c'est une telle opération qui a été faite, la mairie pas au courant, Kazek pas au courant, le juge de paix pas au courant. Effectivement, il était passé dans le commissariat, il a annoncé suivant ça que le commissaire Chotman t'a expliqué. Voilà, on l'a écouté Vickerson Garnier. On va parler un peu du 1er mai. Oui, 1er mai, c'est demain. Ouais. Il y aura manifestation en Haïti. Pas à peu près, un long parcours et des syndicalistes, des travailleurs qui vont fouler le macadam pour réclamer une hausse du salaire minimum. Il y avait une hausse, mais c'était à peu près une quinzaine de gourdes, 20 gourdes, je me souviens plus. Mais c'était une pitance, selon les travailleurs, qui réclament que le gouvernement, qu'il y ait une loi qui double le salaire minimum en Haïti aujourd'hui. Et donc, beaucoup de travailleurs, et le syndicaliste Dominique Saint-Éloi appelle le président de la République, Jovenel Moïse, à faire en sorte que le salaire minimum soit raisonnable pour les travailleurs. Écoutons-le. Parce que aujourd'hui, il y a l'État qui est censé marrer dans le pied ta patron. On nous dit que ça, que travailleurs pour compte yo. Travailleurs pas gen moun, dit tout. Travailleurs te gagné un parlementaire qui était président de la commission affaires sociales Sénat, qui c'est le sénateur Antonio Cherami, et c'est lui-même qui était une commission normale qui était rapproché des travailleurs. Et je vous dis, nous voyons ça qui passe. La commission ça tombé dans le sénateur Wanik Pierre, qui c'est mon compère président Jovenel Moïse, qui dès que monté au créneau pour montrer nécessité que le salaire minimum n'a pas qu'à monter. Qui est ce président Jovenel Moïse? Est-ce qu'elles sont économistes? Est-ce qu'elle lui-même lui balancer le système macroéconomique pour le gars connaît qu'il y a ça l'inflation qui a dépassé de 14%. Donc je dis pour le camper, pour le faire patron plaisir qui te finance campagne pour lui,
pour le dire comme ça que salaire minimum n'est pas capable de doubler année. Donc même trouver que le président li nan pile gros noir et demander avec toute économiste tout le monde qui travaille dans le domaine s'il vous plaît pencher venez des travailleurs vinn porter charge ça. Mardi ka 1er mai c'est sous question salaire minimum nan côté que n'apprendre que président Jovenel et plus ministre affaires sociales là dit que pas de possibilité pour salaire minimum. Voilà, c'est Dominique Saint-Éloi, suivi de Anne-Rose Décimus, 2 syndicalistes qui seront à la tête de cette longue marche, de cette longue manifestation prévue pour demain à Port-au-Prince. Et on va parler de Chavan Jean-Baptiste qui a des propositions pour l'agriculture. Justement, on parle de travailleurs, de paysans. On va faire la transition. Oui, on reste toujours là. L'agriculture, oui. L'industrie de la canne. Comment ça se comporte? Oui, l'industrie de la canne, vous vous souvenez, c'était la base de la richesse de Saint-Domingue. Oui, on plantait beaucoup de canne en Haïti. Il y avait beaucoup d'usines aussi de transformation de la canne. Tout ça, c'était parti, vous vous souvenez, lors du premier mandat ou deuxième mandat, mais je crois que oui, lors du premier mandat de René Préval, il a tenté de remettre sur pied l'usine sucrière d'Arbonne à Léogane. Et grâce à une aide de Cuba, vous vous souvenez de cette histoire-là, ça n'a pas fait long feu apparemment, alors que l'usine est tout à fait équipée pour ça. Alors, Chavan Jean-Baptiste du mouvement des paysans de Papaye, qui sont des paysans travailleurs, et évoque la nécessité de revenir avec la culture de la canne à sucre pour remembrer une partie de l'économie paysanne. Et selon lui, il y a des avantages à revenir à cette culture, des avantages à la fois pour l'environnement, pour le sol, mais aussi pour l'économie paysanne. Écoutons Chavan Jean-Baptiste. Donc l'objectif là, c'est sensibiliser tout professionnel kan yo, puis on prend conscience des rôles kan la te gagné et yo très conscient de ça. Mais surtout pour nous qui stratégie nous cal monter pour forcer l'État prendre responsabilité dans filière kan. Et son bagay ka bon pour pays et c'est pour ça l'État doit bailler attention par rapport à crise climatique là. N'a regardé qui production qui a plus capacité de résilience, qui capable plus résister à sécheresse, qui capable plus aider paysans à sortir dans misère que en même temps protéger l'environnement. Nous identifions plusieurs. Quand c'est yon et quand te fait richesse paysan, nous te premier exportateur sucre dans le monde. Mais ça malheureusement c'était en bas colonisation. Nous pas capable, il faut dire sauver, relancer l'économie paysan sans canne balade. Nous pas capable protéger l'environnement sans canne balade. En même temps côté canne planter la valasse pas qu'à la terre. Côté canne planter pas qu'à gain érosion, c'est-à-dire pour vent prendre terre pour te aller. Côté canne aller li faciliter de l'eau entrer dans terre à l'alimenter nappe phréatique là. Quand lui même tout son plante qui résiste à sécheresse. Qui saison bon, qui saison pas bon, pas perdu on récolte quand. Il a tout son argumentaire pour encourager la production de la canne à sucre. Le débat est lancé. C'est ouvert. On va en parler justement. Est-ce qu'il faut revenir avec la culture de la canne à sucre en Haïti? Qu'est-ce qu'on peut aller tirer de ça? L'industrie du sucre, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? On a tendance à consommer de moins en moins de sucre là, ou de sel. C'est ce qu'on prône pour la santé. Bon, bref, on verra. Et tout autre sujet, Jean-Étienne. Oui. Est-ce que tu imaginerais qu'il y aurait encore des tentes à Port-au-Prince depuis 2010? Les gens qui n'ont pas connu Port-au-Prince, qui ont laissé depuis un certain temps, vont avoir du mal à comprendre ça, mais c'est une dure réalité. Il y en a encore, malheureusement, malgré tous les efforts. Oui, dans le quartier de Post-Marchand. Les grands discours et tout ça. On est en 2018. Il y en a encore, malheureusement. Eh bien, selon Ronald Samedi, qui se promenait à Port-au-Prince pour recenser ces tentes-là, il y en aurait énormément dans le quartier de Post-Marchand. Vous connaissez ce quartier par entre Saint-Fil, La Lue, tout ce coin-là. Et pour les gens qui ne connaissent pas trop bien Port-au-Prince, c'est pas trop loin du centre même du Palais National. Pas trop loin du Palais National, c'est au cœur de Port-au-Prince, ça. Il y a encore des tentes. Dans Pacoum, dans la ville de Port-au-Prince, il y a un bagage qui a passé dans les autorités côté qui n'ont pas jeté coup de sous l'eau. Là, nous passons aux environs zone post-marchand. Depuis à l'époque 12 janvier 2010, il y a un paquet de monde qui a vu en battant dans la zone ça.
Côté autorité a passé matin, midi, soir, il va jamais jeter coup d'œil. Nous dans saison la plus chaque jour. Là où passé là, c'est grève que côté Mounio pas qu'à vivre dans condition ça. N'a pas avec sénateur, député, président qui vivent exactement pour le prince là pour jeter coup d'œil dans position ça parce que pour voir dans quelles conditions Mounio a vivre. Pour qu'ils soient capables de faire suivi pour nous, pour lever en battant dans les conditions il y a vivre dans la zone post-marchand, exactement zone Saint-Antoine. Parce que ça n'a pas bon dit tout. C'est comme si on était le lendemain du tremblement de terre de 2010 et la réalité elle n'est pas trop différente. C'est dommage. Oui. Parlons un peu de prison, de droits de l'homme. D'autres situations difficiles. C'est dommage, aujourd'hui on n'apporte pas beaucoup de bonnes nouvelles. Quand ça vient d'Haïti, c'est pas souvent ça. C'est pas souvent ça, mais il faut en parler, quoi. Depuis 2004, la prison civile de Petit-Goâve n'est plus. Depuis 2004. C'est la même réalité au Gonaïve aussi, je te le rappelle. Ok. Et maintenant, la prison est constituée en 2 petites chambres en dessous du commissariat de la ville de Petit-Goâve. 2 chambres pour à peu près 300 à 400 prisonniers. Les gens vivent dans une situation en prison extrêmement difficile. C'est ce que dénonce la Ligue de défense des droits de l'homme. Le responsable de ça, c'est un avocat, Wilson Noël, qui s'est rendu, qui a mené des enquêtes, qui a parlé aux prisonniers et qui a parlé aux autorités de Petit-Goâve et qui dénonce cette situation extrêmement difficile pour les prisonniers. Événement politique 2004, prison civile Petit-Goâve est écrasée. Et depuis lors, c'est dans 2 petites chambres qui en bas commissariat Petit-Goâve là, donc c'est là que yo logé prisonniers. Et n'a rappelé 2 petites chambres ça il y a plus passé 200 prisonniers là-dedans. Et dans 200 prisonniers ça on regarder monsieur yo, par exemple là on fait criver dans prison Petit-Goâve là, mon a tellement campé parce que le pas de côté pour même chita même, il tellement campé, dos pied enflé etc. Et l'autre bagage qui a évolué dans le niveau prison civile Petit-Goâve là, les prisonniers ils ont gratel, ils ont diarrhée, ils ont tuberculose. Donc un paquet de maladies qui sont dans la prison. Donc bon gratel extraordinaire en dans la prison civile Petit-Goâve là. Et l'autre bagage qui gagne en dans la prison, c'est que prisonniers gagne là dans les soirs c'est dans un côté dans douche, il a dormi dans la douche là, c'est camper pour camper pour dormir. Donc ça veut dire et yon campé derrière l'autre et puis il a dormi. Ça veut dire n'importe habillé au fait et bien sûr attendez à bataille pété. Donc selon enquête qui est menée et selon ça prisonniers ou même dit. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois pour le même genre de dossier. Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix. Ça marche. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes,
de la mission apostolique des Assemblées des Saints organise une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophète-prophétesse Abraham S. et Youdline Madette. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. « 7h46, vous écoutez le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur YouTube et WhatsApp 438-395-1256. Nous émettons depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord. C'est depuis là qu'on vous apporte tous les matins cette émission de nouvelles, de vos nouvelles d'ici, vous, les Haïtiens, les communautés culturelles, de façon générale, et associé à ça, un petit peu de nouvelles d'Haïti. Nous sommes à l'heure des commentaires maintenant, Jean-Étienne. Oui, comme on l'avait annoncé, moi je vais faire un tour au Cap pour exprimer un peu ce que j'ai compris de cette affaire. Il y a 3 choses. La première, c'est les faits. Il y a un mort d'homme, il y a une dizaine de personnes blessées. On connaît tout ça. Mais parallèlement, il y a 2 autres choses. Il y a des aspects que j'ai compris de tout ça. Il y a d'autres que je ne comprends absolument pas. D'abord, quels sont ces aspects? J'ai compris, selon tout l'ensemble des formations que j'ai pu glaner sur ça, qu'il y avait une forme de planification pour faire tout ça, dans le sens où, quand on sait que les grenades, c'est pas quelque chose, j'imagine qu'on ne fabrique pas les grenades s'ils sont pas artisanales en Haïti. Ça vient quelque part, on l'achète, on se le procure, on l'amène quelque part, on rentre avec. Tout ça fait partie d'une forme de planification. D'ailleurs, selon Yuri Latortue, qui connaît ce domaine, comme il a été... c'est un ancien militaire. Ancien militaire, il a ses compagnies de sécurité autres. C'est des grenades normalement qui devaient appartenir à la police. Comment? Est-ce que d'ailleurs c'est un simple citoyen qui l'a? On ne sait pas encore. Est-ce que c'est la police qui l'a lancé? On ne sait pas encore. Mais normalement, ça ne devait pas être à la portée de tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je parle encore dans l'aspect de planification de tout ça. Comment ils peuvent fermer les portes par dehors d'ailleurs, si je dois faire confiance? Il y avait des policiers à l'extérieur. Oui, les portes sont fermées. L'extérieur. De l'extérieur. Et on lance pas un seul, mon ami. 2 bonbonnes de gaz lacrymogène dans un environnement fermé. C'est vraiment quelque chose de planifié. C'est pas un hasard, c'est pas c'est pas un accident, c'est vraiment planifié. Ça, c'est ce que j'ai pu comprendre dans tout ça. Maintenant, ce que je ne comprends pas, comment, si c'est vrai, Yuri Latortue avait alerté la police qu'il y aurait des possibilités des problèmes sous une forme ou une autre, comment les gens puissent rentrer avec des bonbonnes de gaz lacrymogène alors que la police avait expliqué qu'il avait fouillé tout le monde avant de les faire entrer. C'est clair que les autorités policières du Cap haïtien ou du nord du pays sont sur la sellette là, à la suite de ça. Moi, je ne vois pas comment est-ce que la police pourrait expliquer ça. Il y avait des agents, on peut voir les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, il y avait des agents de l'UDMO qui étaient postés à l'extérieur et qui aidaient les gens à sortir d'ailleurs, qui essayaient de briser la porte pour créer une brèche afin que les gens puissent respirer finalement. Bon, maintenant, d'où ça vient ça? Est-ce que c'est des particuliers? C'est des particuliers qui avaient ça, des bonbonnes de gaz? Généralement, ça appartient à la police, comme tu l'as mentionné. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont expliquer? Il y a le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui indique que des instructions ont été passées aux autorités capoises afin de faire toute la lumière sur la question. Mais quelle lumière on va faire à partir de ce moment? Et d'abord, c'était un débat. C'était même pas une manifestation. C'était une discussion. Où les gens dans ce pays-là, on ne peut pas s'asseoir et se disent la vérité tranquillement dans une salle pour discuter d'un débat d'intérêt national et d'intérêt public. Tout le monde, c'est une question d'intérêt public. On ne peut pas parler de ça. Pourquoi? Qui voudrait qu'on ne parle pas de ça? Et pourquoi? C'est ça la grande question. C'est juste un débat.
avec 2 sénateurs de la République. Hein? Et puis, qu'on le veuille ou non, c'est un sujet qui va rester actuel. Il va falloir qu'on en reparle, qu'on continue à en parler et trouver vraiment écoutez, qu'est-ce qui se passe. Écoutez, en attendant que l'enquête se poursuive, comme c'est toujours le cas dans ce pays, en attendant, Jean-Étienne, il y a une chose qui est claire. Il y a beaucoup de droits et beaucoup de gens vont regarder en direction du Palais national derrière ça. Parce que quand on parle de Petro-Caribé, on parle de l'actuel régime, le régime de PHTK. Oui. Et est-ce que, justement, le gouvernement aurait intérêt à ce que ça se gâte comme ça lors d'un débat? Est-ce que... il y a beaucoup de gens, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qui vont penser à un acte d'intimidation... ça va plus loin que l'intimidation, là. Mais écoute, il y a des gens... Un acte qui viendrait des proches de PHTK ou des proches du gouvernement, ou des choses comme ça. Mais on va attendre l'enquête. Yuri Latortue l'a dit lui-même ce matin sur les ondes d'une radio à Port-au-Prince que PHTK serait derrière tout ça. Il l'a dit de façon claire, sans détour, à côté du fait qu'il a pointé du doigt les policiers et autres. Il estime que PHTK il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Pour moi, tout ça, c'est dans l'ordre des choses possibles. Ce qui entre dans l'ordre des choses possibles aussi, c'est le fait que même des gens dans le camp de ceux qui organisaient le débat auraient intérêt à ce que ça se gâte pour faire porter le chapeau au gouvernement aussi. Ça, c'est une autre hypothèse à vérifier. Ça, c'est une autre hypothèse qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger aussi que ça peut venir des partisans du gouvernement, ça peut être une espèce de machination politique aussi. Le plus important dans ça, il devrait y avoir une enquête indépendante sérieuse de la police afin de déterminer, parce que la personne qui a lancé les bonbonnes n'est pas morte là, il y a juste Jacques Dubois qui est mort. Clair. Hein? On devrait trouver cette personne-là. Il y avait plein de téléphones cellulaires, il y avait plein de gens qui filmaient aussi. La police devrait commencer par déterminer, identifier tous ceux qui étaient là et qui avaient des téléphones qui filmaient la scène. Un autre point on doit avoir une image de ça. C'est clair, mais un autre point que j'aimerais vraiment souligner, est-ce que la personne qui a lancé ces bonbonnes de gaz lacrymogène là, il comprenait vraiment ce qu'il faisait, dans le sens où il était à l'intérieur même de la chose. Mais oui. C'est une forme de... C'est kamikaze, ça. Parce que quand c'est fermé, quand tu lances des bonbonnes de gaz lacrymogène dans un espace ouvert, on peut déjà voir ce que ça va donner. Mais c'est comme une chambre à gaz que tu fais quand tu lances 2 bonbonnes de gaz lacrymogène dans un endroit fermé. En plus, on ferme les portes. Est-ce que les gens comprennent vraiment tout ce que ça... On devrait même avoir beaucoup plus de... Comme ça, il comprenait très bien. Mais il était là aussi tranquille. Comme ça, il comprenait très bien. Ils ont atteint leur objectif. Question de faire peur à tout le monde qui oserait organiser un autre débat à travers le pays sur Petro-Caribé. On ne veut pas qu'on en parle. Et c'était ça l'objectif. Et c'est dommage, il va falloir qu'on continue à en parler encore des années parce que nos enfants auront à payer ça. Donc, je suis même certain que dans la personne, dans son plan ou dans son objectif, n'avait pas à recueillir des morts d'hommes, là. Oh, il y en a eu. Ouais. Et ça, c'est le plus grave. Le gars a été piétiné, il n'est pas mort des suites de l'inhalation nécessairement du gaz lacrymogène, mais surtout il a été piétiné par avec la tout foule, ce brouhaha là, c'est prise de panique et il cherchait ses lunettes et puis bon voilà, tout le monde essayait de sauver sa peau et il a été piétiné par la foule carrément pendant qu'il inhalait le gaz. Donc finalement il est mort à l'hôpital. C'est clair que c'est une information qu'on va essayer de suivre et revenir avec d'autres commentaires au cours de la semaine ou à l'avenir, parce que ça va encore garder l'actualité. Mais on devait parler un petit peu de... Jacques Blake, est-ce que ça va dans sa tête? Il a été réclamé toute une section communale. Il dit que ça lui appartient. Il allait devenir chef de cette section? J'ai vu des choses comme ça déjà qui arrivent dans l'Artibonite, par exemple, avec beaucoup de conflits terriens. Et là encore, ça pose un problème d'État dans le sens où, malheureusement, après toutes ces années, tout ce que Préval a tenté de faire et autres,
on a un problème sérieux de conflit. Jusqu'à maintenant, tu peux acheter... J'ai même entendu qu'il y a des gens qui réclament une bonne partie de Pétionville, par exemple, qui disent que ça leur appartient. Écoute, c'est ce que je te dis, c'est un problème que l'État doit s'asseoir et trouver la solution. Parce qu'il n'est pas normal que tu dépenses ton argent, tu achètes une... Ça remonte depuis la réforme agraire, ça. Ben oui, et c'est la répétition, malheureusement, on n'aura pas le temps de faire des commentaires sur les tentes, par exemple. Écoutez, c'est des pratiques qui datent de beaucoup d'années. Les histoires les gens arrivent à boire. Dessalines, il n'était pas mort à cause de ça? Ben oui. Bon, et c'est justement ça notre problème. On ne prend pas les leçons, on continue à faire les mêmes choses et puis voilà, on aura toujours les mêmes résultats. Et c'est dommage. Peut-être demain, on va glisser un petit mot dans le commentaire si on a le temps sur les tentes. Ça m'intéresse un peu de le commenter. Malheureusement, on n'a pas beaucoup. Le sucre, tu en consommes? Ben oui, un peu, pas beaucoup. Moi, depuis 6 ans, je touche pas à ça. Mais il y en a apparemment, parce que vous savez, il y a quand même assez de sucre et de sel dans les aliments qu'on mange. Alors, c'est nos papilles gustatives qui veulent toujours aller chercher un petit peu de sel, un petit peu de sucre, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ok, c'est bien correct. On peut se gâter des fois. Et puis l'industrie du sucre, est-ce qu'elle représentait avant? Non, il y avait Cuba qui dominait ça, la République dominicaine, c'est plus le cas. Maintenant, Chavannes Jean-Baptiste qui évoque ça comme moyen de revamper l'économie paysanne. Moi, je pense que son idée, elle est bonne. Sauf que je proposerais qu'on mette ça dans un cadre global et qu'on trouve vraiment de l'investissement. Parce que la réalité, c'est quoi? La façon dont tu faisais la canne à sucre il y a 50 ans, tu ne peux plus le faire maintenant si tu veux le rentabiliser correctement. Ça prend un investissement, ça prend des infrastructures, ça prend une politique, c'est tout un package. L'idée est bonne, mais ça doit rentrer vraiment dans un package. C'est de pas donner 10 personnes un petit lopin de terre. En tout cas, René Préval nous a laissé l'usine sucrière de Narbonne reconstruite, revampée par Cuba, et puis on n'en a rien fait. C'est peut-être aussi une façon de... C'est encore c'est ce que je disais, c'est encore la nécessité d'une politique réelle pour faire ça, c'est pas juste les infrastructures. Aïe, aïe. Bon, 7h57. Ben oui, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir, j'ai beaucoup aimé l'émission d'aujourd'hui. Le temps n'est toujours pas content dehors. Oui, pas tellement clément. Il pleuvine, il a arrêté de pleuvoir des cordes. On vous retrouve demain, mesdames et messieurs, 7h08 pour une nouvelle édition. Au revoir. Bonne journée.